Bonjour ou rebonjour, une courte vidéo sur le tiers-monde, la troisième voie, le troisième monde, la troisième voie VOX, VOIE, on peut employer les deux termes. Troisième moyen d'expression autre que celle des deux grands, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est mené par les Soviétiques, le bloc de l'Ouest mené par les Américains. Troisième voie VOX, donc, troisième voie VOIE, c'est-à-dire peut-être trouver un autre chemin que de prendre obligatoirement celui d'un des deux camps, hein, d'être obligé de s'affilier à l'un des deux camps. C'est ça le tiers-monde. Alors quand on regarde la carte ici de la guerre froide, dans le manuel ici, là, vous remarquerez que vous avez trois teintes en fait de couleurs. Vous avez des teintes bleues, vous avez des teintes chaudes dans une couleur dérivée du rouge, et puis vous avez des zones qui sont dans un espèce de beige ou blanc si vous voulez, qui sont des zones non concernées par la guerre froide, du moins en apparence. Cette carte, elle vous montre ouais, c'est pas très précis, mais disons que ce sont les années 50-60. Pour les années 70, ce sera un petit peu différent. Je vous montrerai la carte après. Tout ça pour dire qu'un certain nombre d'États ne vont pas vouloir intégrer la logique des blocs. Hein, les blocs, c'est-à-dire la logique des camps, le bloc de l'Ouest ou le bloc de l'Est. Certains États vont essayer de se préoccuper de l'essentiel. Et l'essentiel à l'époque, eh bien, c'est construire une économie plus stable et plus solide, assurer le bien-être de la société, de la population, etc., etc. De quels États je parle? Eh bien, je parle de ces États qui viennent tout juste de prendre leur envol, puisqu'ils viennent d'être, ou ils sont encore en cours de décolonisation. Alors concrètement, quels sont les pays concernés? Bien, quand on parle de décolonisation, on parle essentiellement, et je vous renvoie à un autre bilan que j'avais fait sur la décolonisation, ça nous renvoie à des États qui sont soit des États africains, soit des États asiatiques, notamment du sud ou du sud-est asiatique. La préoccupation pardon, de ces États et de leur gouvernement est tout à fait logique et rationnelle. Euh, la priorité est d'apprendre à se gouverner soi-même, euh, parce que la décolonisation ne s'est pas toujours très très bien faite. Bon, souvent les Britanniques ont essayé de laisser un petit peu, du moins un temps, le temps de faire un tuilage, une transition, leur gouvernement ou leur administration. Mais quand on prend l'exemple de l'Algérie où ça s'est très très mal terminé, par exemple, eh bien, souvent les anciens colons sont partis, ont tout emmené, ont tout déménagé, ont laissé au peuple tout juste décolonisé, tout juste indépendant, leur ont laissé euh, pas d'autre choix que de se débrouiller tout seul. Et administrer un État, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça s'apprend. Il y a toute une structure étatique et administrative qui doit se remettre en place. Bref, ça n'est pas simple et ça doit prendre du temps et de l'énergie. Donc beaucoup de ces États estiment, décolonisés, donc estiment qu'il n'est pas du tout raisonnable de se lancer dans cette aventure politique et militaire qu'est la guerre froide. Et en plus, ça coûte cher. Évidemment, entretenir des armées dans cette lutte, c'est compliqué. Alors évidemment, ça n'est pas qu'une question de choix, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des pressions sur ces États, puisque le principe de la guerre froide, c'est de s'agglomérer un maximum de territoire dans son bloc, dans son camp. Donc les Américains, comme les Soviétiques, vont chanter des airs très sympathiques auprès de ces différents États et ces différents gouvernements en leur disant venez à nous et vous verrez, vous serez gagnant avec nous, cela permettra de mieux vous développer, etc., etc. En tout état de cause, ces États donc font le pari que leur développement économique et social dépend de ce choix de ne pas intégrer le conflit de la guerre froide et ils vont rapidement eh bien, se réunir afin d'accorder leur violon et d'adopter ensemble donc une stratégie commune visant à partir vers cette troisième voie. C'est pour ça qu'on va parler de
troisième monde, de tiers-monde. Cette première conférence aura lieu à Bandung en 1955. Bandung, c'est en Indonésie. Euh, elle réunit, elle réunit 29 États, donc tout juste décolonisés, ou en cours de décolonisation d'ailleurs, hein, puisqu'en 1955, par exemple, les représentants du Front de Libération Nationale algérien, le FLN, seront représentés, mais en réalité, je vous rappelle qu'en 1955, on est loin d'une liberté, d'une libération, d'une indépendance pour l'Algérie. Donc les peuples indépendants, décolonisés ou en passe de décolonisation sont représentés à Bandung. Donc il est clairement inscrit dans les conclusions de cette conférence de Bandung qu'il va de l'intérêt de ces peuples de ne pas s'affilier en fait à l'un des deux blocs, de ne pas entrer dans une logique de guerre froide, mais de rentrer plutôt, d'imaginer plutôt un monde pacifique, tourné vers une seule chose, le développement économique et la fraternisation des peuples. Tout cela est très très joli sur le papier, mais évidemment ça ne va pas être simple. Chaque pays, chaque peuple va être confronté à des difficultés qui sont propres à leur territoire. Il n'empêche que cet engagement vers un tel espoir de non-alignement, je vais y venir à ce mot, va être réitéré à la conférence de Belgrade en 1961. Et c'est là que va naître donc la notion de non-alignement, non-aligné. Un non-aligné, c'est quelqu'un qui refuse donc de rentrer dans la logique des blocs. Et donc à l'issue de cette conférence de Belgrade, eh bien, les États qui vont être présents à cette conférence vont réitérer cette promesse de ne pas de résister aux sirènes du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest. Alors un mot quand même sur le choix de cette conférence du lieu de Belgrade. Il n'est pas anodin et il est absolument emblématique de ce que veulent mettre en place ces États dans le cadre du tiers-monde. Retournons voir la carte de la... Oups. Donc retournons voir la carte de la guerre froide en Europe. Alors si l'armée rouge avait occupé donc une grande partie de l'Europe de l'Est, on en avait déjà parlé dans un précédent bilan, et notamment la Yougoslavie, ici, eh bien, la situation concernant la Yougoslavie, puisque Belgrade est la capitale de la Yougoslavie, la situation concernant la Yougoslavie a évolué. Quand vous regardez ici la légende, vous constatez que la Yougoslavie n'est plus dans les teintes rosacées ici. Elle ne fait plus partie de ce qu'on appelle les démocraties populaires, c'est-à-dire les États qui ont porté au pouvoir depuis 1945 des régimes communistes et qui sont affiliés à l'URSS. Mais désormais, la Yougoslavie est considérée comme un État communiste neutre. Donc c'est vraiment une exception. C'est-à-dire que la Yougoslavie a pris ses distances par rapport à l'URSS et par rapport donc à la guerre froide. Elle refuse en fait d'être le vassal de l'URSS et de jouer donc le bon petit soldat pour l'URSS dans ce conflit avec le bloc de l'Ouest. Et donc, cette réunion de 1961 va avoir lieu à Belgrade, en Yougoslavie, parce que la Yougoslavie est l'exemple typique d'un État qui est engagé politiquement, puisqu'il est communiste, mais qui montre qu'on peut vivre en dehors des deux blocs. Alors c'est compliqué, hein, la Yougoslavie évidemment a fait enrager Staline à l'époque, mais la Yougoslavie a tenu bon et elle tiendra bon d'ailleurs jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc cette conférence de 1961 est dite la conférence des non-alignés, c'est-à-dire des États qui considèrent qu'on peut arriver à survivre dans le marasme de la guerre froide, du moins à côté du marasme de la guerre froide. Voilà. Sauf que la réalité va rapidement ressurgir. Et vous aviez notamment dans le travail que vous aviez à faire une activité qui était l'activité dont une partie portait sur l'Algérie. Et quand on regarde le cas algérien, je vous le rappelle, l'Algérie est indépendante en 1962. Elle fait partie de l'aventure de la conférence du tiers-monde et des non-alignés depuis le début, hein, depuis 1955 avec les représentants du FLN et en 1961. Mais il n'empêche que l'Algérie est rapidement confrontée à des problèmes d'organisation administrative et économique
et que l'Algérie va rapidement, ne va pas ne va pas parvenir à mettre en place une stratégie économique qui va assurer la prospérité de sa population. Et elle va avoir surtout besoin de marchés économiques pour notamment vendre ses produits agricoles et ses hydrocarbures. Et elle va céder à la tentation finalement d'intégrer l'un des deux blocs progressivement, de manière indirecte, mais quand même. Ce sera bien sûr, c'est pas forcément évident, mais quoique c'est évident puisqu'elle ne peut pas intégrer le bloc de l'ancien pays qui l'a colonisé, la France, mais donc elle va intégrer le bloc de l'Est et commencer à profiter d'aides et de subsides financiers de la part de l'URSS. Et c'est ce modèle algérien, cet exemple algérien, on va le voir progressivement, peu ou prou, se reproduire et s'aimer pour un certain nombre de pays anciennement décolonisés. Quand on regarde ici la carte des années 70, vous voyez, je ne sais pas si je peux l'agrandir un peu, on va essayer d'agrandir parce que... Tac. Voilà, la qualité n'est pas hyper bonne, mais bon, peu importe. Bon, vous retrouvez ici l'Algérie en rosacé, mais vous retrouvez aussi un certain nombre d'États africains qui vont basculer d'une couleur ou d'une autre, surtout de la couleur rouge. Ça se comprend puisque le bloc de l'Est, c'est le bloc qui ne compte pas d'anciens pays colonisateurs. Voilà. Et ces pays sont confrontés rapidement donc, du tiers-monde à des difficultés économiques telles qu'elles ne peuvent que le doux rêve de Bandung qui était d'arriver à assurer une prospérité économique en dehors de la logique des blocs, eh bien ce doux rêve devient rapidement en fait un cauchemar et la réalité économique et financière va obliger un certain nombre d'États donc à s'engager dans un bloc ou dans l'autre afin de profiter de certaines aides financières et matérielles substantielles. Voilà, donc c'est la dure réalité, la dure loi de la guerre froide et du capitalisme et du libéralisme aussi pour un camp et de l'économie en général et de la mondialisation puisque c'est quelque part le début de la réalité de la mondialisation. On ne peut plus vivre dans son coin en assurant un marché intérieur, on dépend des autres pour assurer son développement économique. Donc le tiers-monde, aujourd'hui, le tiers-monde qui était synonyme dans les années 50 d'espoir et de paix, est aujourd'hui plutôt un synonyme de retard de développement, de retard économique et parfois même de grande misère. Et l'Algérie est l'exemple typique d'un État qui a espéré assurer cette troisième voie, qui a rapidement déchanté et à cause d'erreurs d'ailleurs et de choix économiques, qui a rapidement dû s'affilier à l'un des deux camps, à l'un des deux blocs, pour assurer une certaine amélioration de son développement économique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement, somme toute, sur le tiers-monde et le mouvement des non-alignés, en lien avec la conférence de Belgrade en 1961. Merci de m'avoir suivi. Ciao.